Est-ce que Alice Faure est arrivée? Oui, oui, elle est là. Oui, bonjour. Donc, Alice Faure de Marseille va nous présenter sa communication. Elle arrive du bloc opératoire. Intérêt et place du laser holmium, YAG, en urologie pédiatrique. François? Oui. Alors, bonjour Alice. Merci d'avoir opéré vite. Bien, j'espère. Alice Faure est donc une Marseillaise depuis longtemps et actuellement elle est MCU dans le service de chirurgie pédiatrique à la Timone à Marseille, mais également à l'hôpital Nord. Et elle va prochainement passer la liste d'aptitudes pour devenir professeur des universités printemps prochain. Enfin, dans quelques semaines, pardon. Alors Alice, merci de nous parler donc de l'endo-urologie, qui est un peu ton dada. Donc merci de nous transmettre tout cela. Merci. Merci à vous, merci de me donner la parole, mesdames, messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie. Moi, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui, en effet, comme vous disiez, un petit peu mon dada, qui est l'utilisation du laser holmium YAG en urologie pédiatrique, parce que je vais vous le montrer, mais je pense que c'est aujourd'hui un petit peu notre couteau suisse en tant qu'urologue pédiatre qui va nous permettre de réaliser de la chirurgie mini-invasive. Alors, le laser holmium YAG, c'est aujourd'hui la principale source de laser en endo-urologie, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que l'énergie laser est délivrée dans une fibre optique qui est capable de passer dans la plupart de nos endoscopes, y compris nos mini-endoscopes pédiatriques. Et puis parce que le laser holmium YAG permet de casser tout type de calcul, quelle que soit leur composition et leur densité, mais vous allez voir qu'il peut également permettre de couper, sectionner, coaguler, et donc à de multiples fonctions. L'énergie laser va être délibérée au bout d'une fibre, mais va diffuser uniquement sur environ 1 mm en milieu aqueux, ce qui permet de limiter le risque de lésion des tissus environnants. Alors, il y a plusieurs indications en urologie pédiatrique. Il peut être utilisé dans le rein pour la fragmentation de calcul, quelle que soit leur composition et quelle que soit leur taille. Il peut être utilisé pour l'incision du collet d'un diverticule caliciel qui serait symptomatique et responsable, par exemple, d'infections urinaires fébriles ou également de calcul. Il peut être aussi utilisé sur le bas appareil urinaire, que ce soit pour sectionner des valves de l'urètre postérieure, par exemple, ou des urétérocèles, ou enfin des tumeurs de vessie et coagulées en cas de saignement. Alors, un petit mot rapide, le laser holmium YAG, c'est un acronyme issu de l'anglais qui signifie une amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Ça avait été décrit par Albert Einstein. Et le principe physique du laser, c'est comme vous voyez sur cette petite vidéo, ce sont qu'avec un courant, on excite des atomes qui vont produire des photons. Et tous ces photons ou particules de lumière qui sont produits vont être concentrés entre deux miroirs et libérer une énergie ensuite sous forme de lumière. Dans le cadre du laser holmium YAG, la source de lumière, c'est souvent une diode ou une lampe à flash qui va exciter un cristal. Et ce cristal est le cristal YAG qui va être combiné à de l'holmium, qui est un métal de la classe des terres rares. Et ensemble, ils vont produire des photons qui seront concentrés entre deux miroirs pour émettre un faisceau laser. Tous les photons issus de ce cristal vont donc avoir la même longueur d'onde. Et en fait, l'holmium est là pour booster les capacités du cristal YAG qui est présent. Alors, le laser holmium YAG, comment il fonctionne? En fait, il exerce un effet photothermique. Ça veut dire qu'il va transformer l'énergie luminaire en chaleur et en diffusion thermique, et donc causer un réchauffement de toute la surface qui est touchée. Comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage du laser holmium YAG, c'est qu'il a une profondeur de pénétration dans les tissus qui va être limitée à moins de 5 mm grâce à une absorption importante dans l'eau. Alors, il existe différents types de lasers holmium YAG, de lasers de faible puissance, mais également, notamment pour la chirurgie urologique adulte et la nécessité de traiter les prostates, il y a maintenant des lasers holmium YAG de haute puissance.
On voit apparaître depuis peu des lasers de nouvelle génération avec des technologies MOSES, on va reparler après, qui permettent de limiter notamment la rétropulsion et la dégradation des fibres laser que l'on peut utiliser. La plupart du temps, en urologie pédiatrique, un simple laser de faible puissance 20 watts nous permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire en urologie pédiatrique. Donc, je vous le rappelle, le laser Holmium-YAG est un laser pulsé qui est caractérisé par… Chaque pulse est en fait caractérisé par une énergie, une fréquence et une durée d'impulsion. Et donc, la puissance qui va être en watts de ce laser va être le produit de l'énergie et de la fréquence. Si on veut bien savoir utiliser son laser, il faut bien connaître comment le paramétrer. Et pour cela, vous allez voir qu'on va pouvoir régler l'énergie avec une faible énergie ou une forte énergie. On va pouvoir régler la fréquence, en fait régler la fréquence du tir et régler la durée d'impulsion. Alors, pas tous les lasers permettent de régler la durée d'impulsion. Les nouveaux lasers le permettent, ce qui est un des avantages notamment de ces nouveaux lasers. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut utiliser un laser un petit peu comme un pistolet, en quelque sorte, où il va être important de comprendre quelle fréquence de tir et quelle énergie de tir on va vouloir appliquer à notre cible pour avoir le meilleur effet possible. Avec un laser, on va pouvoir faire 4 effets biologiques différents. On va pouvoir fragmenter, on va pouvoir faire du dusting, la fragmentation et le dusting étant les 2 modes les plus utilisés pour traiter la plupart de nos calculs. On peut pouvoir faire de la section de l'incision et également de la coagulation. Lorsqu'on veut faire de la fragmentation, c'est que par exemple, on veut aller casser un volumineux calcul. On veut essayer de casser ce calcul en de gros morceaux. Et comme je dis souvent, c'est comme si on voulait utiliser un peu un bazooka pour traiter un gros calcul. On va utiliser une fréquence lente, mais une énergie élevée, c'est-à-dire qu'à chaque tir, on va donner leur maximum d'énergie pour en faire des gros fragments. L'avantage de la fragmentation, c'est donc bien sûr de réduire la taille du calcul assez rapidement en de nombreux petits fragments. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir ensuite aller chercher l'ensemble de ces petits fragments dans les cavités urinaires et donc réaliser plusieurs allers-retours dans les cavités urinaires pour extraire ces fragments présents. Lorsque l'on veut faire du dusting et donc transformer notre calcul en sable, notamment quand on est par exemple dans un calice inférieur et que l'accès peut être parfois compliqué pour aller évacuer des fragments résiduels, on va se régler plutôt en mode mitraillette en quelque sorte, où on va mettre une fréquence élevée de tir, mais à chaque coup, l'énergie sera la plus faible possible. Dusting ou fragmentation, comme je vous l'ai dit, c'est les 2 modes qu'on utilise le plus classiquement pour fragmenter les calculs. Lors d'une même procédure, on peut utiliser les 2 modes de paramétrage du laser. On peut commencer par casser le calcul en gros fragments, puis le finir en dusting éventuellement. Il est vrai que tout ça va dépendre un petit peu aussi de la localisation du calcul, comme je vous le disais. Les calculs du calice inférieur doivent nécessiter prioritairement de dusting, mais la fragmentation du calcul pour un gros calcul piélique peut être très utile. Voici un peu les effets différents. Hein. Vous avez sur la gauche le dusting où en fait on va vraiment fragmenter en sable le calcul, alors que sur le côté droit c'était de la fragmentation où on est là plutôt avec notre bazooka en quelque sorte. Dusting ou fragmentation, les avantages, le dusting est de permettre une procédure plus courte qui abîme moins notre fibre optique. Vous savez que la plupart du temps, les fibres laser qu'on utilise, tout du moins en urologie pédiatrique, sont des fibres réutilisables. Donc, c'est toujours intéressant d'essayer de dégrader le moins possible la fibre pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Comme on va faire moins d'allers-retours dans les voies urinaires, il y a moins de risque de traumatisme de l'urètre, même si on recommande toujours en urologie pédiatrique d'utiliser une gaine d'accès urétéral pour limiter les traumatismes de l'urètre. Et comme je vous le disais, c'est une bonne option pour traiter les calculs qui sont localisés au fond d'un calice. La fragmentation, l'avantage, c'est que comme on aura retiré tous les fragments résiduels, on a tout de suite des voies urinaires libres et donc on n'a plus de calculs résiduels, on est en stone free. C'est efficace pour les calculs qui sont denses et ça permet d'avoir du matériel pour faire une analyse spectrophotométrique qui est très importante dans le cadre du bilan étiologique du calcul et pour la prise en charge future et voir si on peut corriger la cause de ce calcul. C'est une bonne option aussi quand on a un calcul qui est mobile dans l'urtère pour ne pas léser l'urtère notamment.
Les inconvénients, c'est que le dusting va être efficace si l'opérateur, un, sait bien paramétrer son laser et deux, a l'habitude d'utiliser le mode dusting, puisque vous allez voir que ça va créer un effet de pop-corn un petit peu dans les cavités et donc la visibilité est un petit peu moins bonne. Quand on fait du dusting, on transforme notre calcul en sable et le problème ça peut être un problème notamment pour les patients qui ont un drainage des voies urinaires qui n'est pas parfait, quand ils ont une hydronéphrose ou si c'est un patient sédentaire. Et donc, du coup, le sable pourrait s'accumuler et favoriser la création d'un futur calcul et être le nid d'un futur calcul. La fragmentation, le problème, c'est que la procédure va être plus longue, comme je disais, des allers-retours réguliers pour aller chercher tous les calculs. Il y a plus de rétropulsion, ce qui fait que les fragments peuvent partir un petit peu partout dans les cavités rénales et ça nécessite pas mal de matériel, notamment les sondes à panier pour aller récupérer ces calculs. La rétropulsion, je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu le problème du laser holmium-YAG, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un coup, le calcul va partir un petit peu loin dans les voies urinaires et il est souvent recommandé de coller correctement son laser et son urétéroscope pour limiter la rétropulsion. Les nouveaux lasers, et notamment ceux qui ont l'effet Moses qui est nouvellement rapporté, nouvelle technologie, permettent de limiter cette rétropulsion et donc sont très utiles pour être plus efficace et plus efficient dans notre prise en charge. L'effet pop-corn, ce que je vous disais, c'est aussi un effet qu'on utilise en fin de procédure d'urétéroscopie quand on a cassé un calcul, mais qu'il reste encore pas mal de petits fragments. On veut favoriser un mouvement entre les fragments résiduels pour qu'ils se cassent entre eux. Et donc, dans ces cas-là, il faut reculer un petit peu la fibre laser, augmenter l'énergie, augmenter la fréquence. Et comme ça, tous les calculs vont se mettre en mouvement, se taper les uns des autres en quelque sorte. Et ça va permettre de pouvoir finaliser la fragmentation efficace. Ça, c'est un petit résumé, comme pour vous dire, fragmentation, dusting, et je le résumerai encore après. La fragmentation, un gros coup avec une énergie élevée, mais une fréquence faible. Le dusting, par contre, c'est mitraillette, donc c'est fréquence de tir rapide et une énergie faible. Et puis à la fin, on finit avec du popcorning, comme on dit. On va transformer nos calculs et nos voies urinaires en popcorn pour que les calculs se tapent entre eux. Autre possibilité, autre effet du laser, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire de la section. Là, c'est assez simple. Il faut mettre tous les paramètres à fond, autant en énergie qu'en fréquence. La section, elle est utile. Vous allez le voir, je vais vous montrer des exemples pour sectionner, par exemple, des sténoses. Il faut toujours garder en tête que le laser holmium-YAG est un laser de contact. Il faut être extrêmement près de la cible pour qu'il soit efficace. Et l'avantage du laser holmium-YAG, c'est qu'il a une pénétration tissulaire limitée. Donc, si on est bien collé à la cible, on ne va pas faire de lésions sur les tissus avoisinants. On l'utilise par exemple dans notre service pour les valves de l'urètre postérieure, qui, je vous le rappelle, sont une des premières causes d'obstacle sous-vésical chez le garçon, ou le gold standard dans la prise en charge et le section endoscopique de ces valves. Vous voyez ici, au laser, nous sommes en train de sectionner la valve. Alors, on colle complètement la fibre laser sur l'obstacle à sectionner. Et vous voyez, de façon non hémorragique, on arrive avec une bonne visibilité à sectionner complètement la valve présente. La procédure est aussi rapide. Pour l'instant, dans notre expérience, nous avons de bons résultats. On peut également l'utiliser pour faire une incision d'urétérocèle, qui est l'urétérocèle, je vous rappelle, une dilatation pseudokystique de la terminaison de l'urtère, qui est une malformation congénitale souvent associée à un système urinaire double et qui peut nécessiter une prise en charge chirurgicale, notamment en cas de sepsis. Voici l'exemple d'un enfant où nous avons fait une incision punctiforme d'une urétérocèle avec le laser, en paramétrant notre laser avec une forte énergie et une forte fréquence. Pour avoir une section efficace. C'est une revue de la littérature qui a été publiée récemment où ils ont comparé l'incision à lance diathermique et la ponction au laser et ils ont montré qu'il y avait moins de reflux des novos avec l'utilisation du laser et qu'il y avait
peu de procédures secondaires endoscopiques et moins de chirurgie par la suite. Donc, dans ce sens, le laser semble une bonne option mini-invasive pour effectuer ce geste. Donc, ce qui est important de comprendre, le laser holmium-IAC, c'est un laser de contact. Quand on utilise une forte énergie, on réalise de la fragmentation en diminuant la taille du calcul. Lorsqu'on utilise une faible énergie, on va faire du dusting si on met une fréquence élevée associée pour faire des fragments millimétriques et transformer le calcul en sable. Et quand on utilise une impulsion longue sur les machines qui vont permettre de pouvoir régler la durée d'impulsion, on va limiter la rétropulsion, ce qui permet de protéger la fibre laser. Voici un petit résumé des options que nous avons publiées dans le Journal of Pediatric Urology récemment, de comment paramétrer correctement son laser. Ce n'est pas tout d'avoir un laser, il faut savoir bien le connaître et bien connaître les paramétrages pour avoir le maximum d'effets biologiques désirés. Enfin, juste un petit mot sur le petit nouveau. Le petit nouveau, c'est le laser Thulium fibré que vous connaissez. L'avantage du laser Thulium, c'est qu'il a une longueur d'onde de fonctionnement qui est proche du pic d'absorption d'eau, ce qui se traduit par une meilleure efficacité d'ablation à une faible fréquence, une faible énergie d'impulsion. Pour l'instant, en urologie pédiatrique, il n'y a pas de travaux publié sur son utilisation. Il reste encore à bien définir l'ensemble des paramétrages possibles et les meilleurs paramétrages possibles pour l'utilisation qu'on pourrait en avoir. J'en aurais fini aujourd'hui, juste pour vous dire que nous organisons à Marseille en novembre prochain, normalement, un séminaire d'enseignement. Le séminaire cette année, le séminaire d'enseignement du Collège de chirurgie pédiatrique sera sur cette thématique de l'endo-urologie pédiatrique et j'espère que vous serez tous nombreux à nous rejoindre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alice. J'ai rejoint le bureau d'Aurélien Scalab parce que j'ai eu une coupure de réseau. Voilà. Merci, Alice. C'est vraiment très intéressant. Quel est le risque de complications avec le laser? Quelles pourraient être ces complications? Des sténoses, des plaies, des choses comme ça? Ou qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Alors, il y a deux choses. L'utilisation du laser dans le rein semble peu pourvoyeur de complications si on encadre correctement la procédure d'urétéroscopie avec. J'ai envie de dire, l'urétéroscopie est à risque si on n'a pas des règles de sécurité très précises. Ce n'est pas tant le laser, c'est vraiment plus le geste même de l'urétéroscopie qui est importante avec des règles de sécurité à avoir. Le laser, ça peut, si on ne tape pas correctement dans le calcul, entraîner un saignement qui va gêner la visibilité lors de la procédure. Mais j'ai envie de dire, le principal risque, c'est de ne pas être efficace sur le traitement du calcul. Quand on est dans les voies urinaires basses et quand on est dans l'urètre, il faut quand même bien sûr être très vigilant à ne pas léser l'urètre et pas donner des coups à l'aveugle. Et ça nécessite d'avoir une certaine expertise dans l'utilisation du laser avant d'aller sectionner des valves où on est sur un urètre de tout petit souvent, on a une faible distance, il faut tenir l'endoscope, il faut tenir la fibre, il faut régler les paramétrages, il faut régler la pédale. Donc ça nécessite de bien se stabiliser et pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu d'expertise à l'utilisation de son laser. Je ne dirais pas que ce soit le geste le plus facile possible. Je n'ai pas d'énormes complications, si ce n'est celles qui encadrent l'utilisation du laser en général. D'accord. Je laisse les questions pour la salle. Oui, Philippe Mar, vous mettez le doigt là sur deux notions qu'on a déjà évoquées dans la réunion. D'une part, la formation des utilisateurs et d'autre part, l'évaluation des complications et des résultats. Oui, je suis assez d'accord. La formation en endo-urologie n'est pas simple. Nous avons notamment à Marseille soulevé ce problème avec le professeur Le Chevalier et le docteur Romain Boissier avec qui je travaille beaucoup et nous avons essayé d'intégrer nos internes d'urologie et d'urologie pédiatrique dans un programme de formation sur cochon où on fait des journées d'enseignement à l'endo-urologie sur cochon pour essayer de leur apprendre les règles de base et à pratiquer. Il existe aussi aujourd'hui des simulateurs d'endo-urologie qui peuvent être utiles, mais en effet, la formation à l'endo-urologie n'est pas simple.
Et on rejoint la question des données dont parlait tout à l'heure Monsieur Peslon. L'évaluation des résultats, est-ce que vous avez des registres? Est-ce qu'ils sont correctement tenus? Est-ce que vous collaborez entre les différents services de chirurgie pédiatrique de France? Comment procédez-vous? Oui, nos données, en tout cas à Marseille, sont colligées, mais dans ma database personnelle, je dirais. Non, malheureusement, on n'échange pas entre les différents centres de chirurgie pédiatrique là-dessus. Alors après, pas tout le monde ne fait de l'endo-urologie pédiatrique, par exemple, pour les calculs ou autres. Chacun a, je pense, un peu sa base de données, ce qui est en effet un souci et ce qui est... on a souvent du mal, notamment par exemple, à publier nos résultats parce que contrairement à d'autres pays qui ont des séries beaucoup plus importantes, avec beaucoup plus de calculs, par exemple, dans le milieu pédiatrique que nous, on ne joue pas dans la même cour, hein, très honnêtement, des fois. Donc, on a nos données et on les utilise pas beaucoup. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui suivent la visioconférence?